Je conduis des poids lourds depuis des années. Cette nuit-là, je m'étais arrêté sur une aire de sortie d'autoroute, vers 3 heures du matin. Mon temps de repos venait de commencer. La lune brillait haut dans le ciel, baignant le paysage d'une lumière pâle, presque irréelle. Tout semblait figé, d'une netteté étrange. C'est alors que je l'ai vu, une silhouette immobile, debout dans une petite clairière entre les champs de maïs, à quelques mètres seulement de mon camion. Ça ressemblait à une personne, mais elle ne bougeait pas du tout. J'ai pensé que c'était peut-être un épouvantail laissé là par un vieux fermier pour amuser ses petits-enfants. J'ai haussé les épaules, tiré les rideaux et lancé quelques vidéos sur mon téléphone pour décompresser. Quelques minutes plus tard, un mouvement furtif a attiré mon regard. J'ai coupé la lumière de la cabine et j'ai regardé en direction des champs. La silhouette était toujours là, mais elle semblait plus proche. Je n'en étais pas certain, mais j'ai senti un frisson me parcourir. La route était déserte, pas une seule voiture, juste le vent et les crépitements discrets du moteur refroidissant. J'ai pris une grande inspiration, verrouillé toutes les portes et fenêtres, et je me suis assis, tentant de me convaincre que tout allait bien. Mais à un moment, j'ai dû sortir. Je refusais d'utiliser une bouteille. Alors je suis descendu. En posant le pied au sol, j'ai immédiatement regardé en direction des champs. La silhouette n'avait pas bougé, toujours aussi silencieuse, toujours aussi figée. Je me suis dirigé vers le côté passager, entre la cabine et la remorque. J'ai essayé de me concentrer sur ce que j'étais venu faire, mais une tension étrange grandissait à chaque pas. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un autre coup d'œil. Et là, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Il n'y avait plus rien. La silhouette avait disparu. Le champ, vaste et vide, ne montrait aucun signe de mouvement. J'ai balayé les alentours des yeux. Rien. Pas une ombre, pas un bruit. Le froid m'a saisi jusqu'aux os. J'ai terminé en vitesse et j'ai couru vers la cabine. J'ai claqué la porte. Mes mains tremblaient. J'ai mis le moteur en marche et j'ai repris la route, sans même réfléchir. Je n'ai suivi aucune règle. Je voulais juste fuir. J'ai roulé presque 1 heure avant de trouver une aire bien éclairée, avec d'autres camions déjà garés. Depuis cette nuit, je ne m'arrête plus jamais sur les petites sorties isolées. La vie sur la route m'a conduit à travers d'innombrables autoroutes. J'ai traversé les États-Unis d'un bout à l'autre, accumulant des souvenirs faits de rires, de détours imprévus et de rencontres insolites. Mais ce n'était pas toujours simple. À cette époque, voyager signifiait vivre sans les technologies qu'on retrouve aujourd'hui dans les camions. On avait juste quelques DVD rayés, un vieux livre posé sur le tableau de bord ou la CB radio pour échanger avec d'autres conducteurs. C'est ainsi qu'on a fait la connaissance d'un chauffeur qu'on croisait souvent sur la même route. À la radio, il se faisait appeler Maniac. On échangeait quelques mots à chaque fois qu'on se retrouvait sur la même fréquence. Sur les ondes, des histoires étranges circulaient, des rumeurs de meurtres sur des aires de repos, celles qu'on traversait chaque semaine. Impossible de savoir si c'était vrai ou juste des récits inventés pour faire passer le temps. Quand on en a parlé à Maniac, il a ri. Il a dit que si c'était réel, la police aurait déjà attrapé le coupable. Puis il a ajouté, avec certains lieux aussi mal en point, peut-être qu'on le retrouvera un jour. Cette phrase nous a figés, inquiétante, lancée comme une blague, mais venant de lui, ça ne surprenait pas. Maniac avait quelque chose d'insaisissable, et c'était justement ce qui le rendait dérangeant. Un soir, le soleil venait de se coucher et on venait de dîner sur une petite aire, éclairée juste ce qu'il faut. On marchait tranquillement sur le parking quand on a aperçu un vieux camion garé un peu plus loin dans l'obscurité. On distinguait à peine sa silhouette. C'était un de ces anciens modèles, imposants, avec une sorte de présence oppressante. Chez les routiers, il existe une règle tacite. Si une lumière rouge brille dans la cabine, cela signifie que certaines femmes y sont les bienvenues, des lottes lézardes qui proposent leurs services. Et dans ce camion, la lumière rouge était bien allumée. Un homme était assis côté passager, et même à cette distance, son visage m'a mis mal à l'aise. Il semblait abîmé. Puis il a souri, un sourire vide, mécanique. Et ensuite, il a tiré le rideau. Malgré le rideau tiré, une lueur rouge filtre. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose, comme aux autres. L'air s'est figé.
Sa voix était trop proche, et entre ses mots, il y avait ce grésillement dans la radio, quelque chose de malsain qui s'infiltrait jusque sous la peau. Il a continué, sa voix avait changé, plus tendue, comme s'il confessait enfin ce qu'il gardait pour lui depuis toujours. Il a parlé de femmes qu'il récupérait sur les aires de repos, comment il jouait avec elles, jusqu'à ce que tout se termine. Mon ex m'a regardé, le visage blême, la voix de maniaque montait, se brisait, hurlait presque. Il les traitait de parasites, disait qu'il rendait service au monde. Sa voix n'avait plus rien de normal, elle ne semblait même plus venir de la radio, mais de l'intérieur même de notre cabine. Et c'est là qu'un camion est passé à toute vitesse, soulevant un nuage de poussière. Dans le regard de mon ex, j'ai vu quelque chose de nouveau, une peur brute sans masque. Je suis resté figé. Pour la première fois, j'ai senti ce que c'était que la vraie terreur. Nous étions arrêtés à un carrefour près d'une aire de repos quand un camion massif sombre s'est approché lentement. À l'avant, une énorme barre pare-buffle était fixée, son simple passage semblait alourdir l'air autour de nous. Lorsqu'il s'est aligné avec notre cabine, on a vu le conducteur. C'était lui, le même homme que celui de la station-service, celui de cette nuit où ils avaient retrouvé le corps de la femme. Il a tourné la tête, nous a adressé ce même sourire glacial, puis a levé calmement sa radio vers sa bouche. « Faites bien attention à vous », a-t-il dit, avant de s'éloigner sur l'autoroute. Son nom était peint en rouge sur la portière, maniaque, brillant sous les lampadaires artificiels. On connaissait déjà au moins 7 victimes, mais qui sait combien d'autres n'ont jamais été retrouvées. On a contacté la police, donné un signalement précis, mais on n'a jamais su s'il l'avait attrapé. Mon ex et moi avons quitté la route pendant un temps. Ce n'est que l'été suivant que nous avons recommencé à rouler. Rien n'était plus pareil. Je parlais peu, j'évitais les bavardages inutiles et je gardais toujours un couteau sur moi, au cas où. Si un jour je devais le recroiser, je ne voulais pas être pris au dépourvu. Les années ont passé et ma vie a pris un autre tournant. J'étais à l'université, installé dans une vieille maison transformée en logements étudiants. Un jour, ma voiture est tombée en panne et j'ai dû appeler une dépanneuse. J'ai accompagné le chauffeur pour récupérer une voiture de location. Le trajet devait durer 30 minutes, rien de plus. Le conducteur était bavard, changeant sans cesse de sujet. J'ai répondu poliment. J'avais fait une erreur, je n'aurais jamais dû monter avec lui. Dès notre arrivée, je suis allé droit dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte, soulagé. Je pensais que c'était fini. Mais dans les jours suivants, j'ai commencé à recevoir des appels et des messages d'un numéro inconnu. Le chauffeur avait noté mes informations à partir du formulaire. L'appel a commencé à s'installer. Il n'aurait jamais dû avoir accès à mes coordonnées. Le pire, c'est quand il s'est présenté devant chez moi comme si c'était naturel. Après une semaine, j'ai appelé l'entreprise. J'ai demandé à parler au responsable et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Sa réponse, peut-être que vous aimez bien, dit-il en riant. Je l'ai prévenu. S'il revenait, je demanderais une ordonnance d'éloignement. Depuis cette semaine-là, je fais très attention à ce que je partage comme information et je ne suis plus jamais remonté dans un camion de dépannage. Il y a quelques semaines, mon partenaire et moi étions sur la dernière portion d'un long voyage en voiture. Notre chien dormait à l'arrière. Cela faisait des heures depuis notre dernier arrêt. Alors, on s'est décidé à faire une pause sur une aire d'autoroute, histoire de marcher un peu et de laisser le chien se soulager. En arrivant, le lieu était complètement désert. 3 camions seulement garés côte à côte, silencieux sous un ciel couvert. Mon compagnon est parti vers les toilettes et je suis resté dehors avec le chien. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un m'interpeller. C'était l'un des chauffeurs de poids lourd. Il était assis côté conducteur, la vitre baissée, et m'appelait. Je ne suis pas du genre à ignorer quelqu'un qui semble avoir besoin d'aide, mais dès le premier mot, j'ai ressenti un malaise. J'ai fait quelques pas dans sa direction. Il était plutôt âgé, corpulent, cheveux gris et lunettes de soleil foncées. Le bruit de son moteur couvrait presque sa voix, alors
J'ai crié pour lui demander ce qu'il voulait. Il a répété quelque chose 3 fois, mais je n'ai pas compris. J'ai fait semblant de répondre à un appel. J'ai dit que je ne pouvais pas l'aider. Il est resté là, immobile, comme s'il attendait que je change d'avis. Puis il a demandé à nouveau, cette fois d'un ton plus inquiétant. « Tu ne veux vraiment pas m'aider à retrouver mon téléphone ?» J'ai senti une chaleur monter en moi, de l'adrénaline. J'ai crié « Ne t'approche pas de moi !» Je n'avais rien pour me défendre, mais je voulais qu'il sache que je ne me laisserais pas faire. J'ai attrapé le chien, sauté dans la voiture et pris mon téléphone, faisant mine d'appeler la police. Il a démarré, roulé sur quelques mètres, puis s'est arrêté à nouveau. Il m'observait, il a crié encore une fois, comme s'il espérait toujours que je revienne. J'ai hurlé de toutes mes forces que j'allais appeler la police s'il ne partait pas immédiatement. Il a alors accéléré brutalement et s'est engouffré dans la sortie. Je suis resté figé quelques instants, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Quand mon partenaire est revenu des toilettes, il m'a demandé pourquoi j'étais si pâle. Je n'ai pas su comment lui expliquer. Tout cela avait des airs de mauvais rêve. Mais une chose était claire, monter dans la cabine d'un inconnu n'est jamais une bonne idée. Et peut-être qu'il ne cherchait pas vraiment son téléphone. Il y a quelques semaines, mon compagnon et moi étions sur la fin d'un long trajet en voiture. Notre chien était allongé sur la banquette arrière. Cela faisait plusieurs heures depuis notre dernier arrêt. Alors on a décidé de se poser quelques minutes sur une aire d'autoroute, le temps de marcher un peu et de laisser le chien faire ses besoins. Quand nous sommes arrivés, l'endroit était vide. 3 camions seulement, alignés bien sagement sous un ciel couvert et gris. Mon compagnon est parti directement vers les toilettes et je suis resté dehors avec le chien. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un m'interpeller. C'était l'un des chauffeurs. Il était assis au volant de son camion, la vitre ouverte, et il m'appelait. Je ne suis pas du genre à ignorer quelqu'un qui semble avoir besoin d'un coup de main, même si, dès la première seconde, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. J'ai avancé de quelques pas vers lui. Il était plus âgé, costaud, cheveux gris, lunettes de soleil sombre. Le moteur faisait un vacarme assourdissant, difficile de l'entendre clairement. Je lui ai crié pour lui demander ce qu'il voulait. Il a répété quelque chose plusieurs fois, mais je n'ai pas compris. Tout ce que je voyais, c'était son attitude, agacée, impatiente. Alors j'ai fait encore un pas et me suis arrêté entre ma voiture et la sienne. Il a répondu que ce devait être à l'intérieur et il a fait un geste en direction de la cabine, comme une invitation. À cet instant, quelque chose s'est déclenché en moi. Un instinct profond, tranchant. J'ai senti mes sens se réveiller et le ton de sa voix m'a poussé à reculer. J'ai fait semblant d'être au téléphone, j'ai dit que je ne pouvais pas l'aider. Il est resté immobile, comme s'il espérait que je revienne sur ma décision. Puis il a reposé sa question, mais cette fois avec une voix étrange, déformée. « Tu ne veux vraiment pas m'aider à retrouver mon téléphone ?» Une chaleur m'a envahi comme un feu intérieur, l'adrénaline. J'ai crié « Ne t'approche pas !» Je n'avais rien pour me défendre, mais je voulais qu'il sache que je n'étais pas une proie facile. J'ai attrapé le chien, sauté dans la voiture et levé mon téléphone, faisant semblant d'appeler la police. Il a mis le moteur en marche, roulé de quelques mètres et s'est arrêté à nouveau. Il me fixait. Il a répété sa demande une dernière fois, comme s'il croyait encore pouvoir me faire changer d'avis. J'ai hurlé, plus fort encore, que j'allais vraiment appeler la police s'il ne partait pas tout de suite. Il a alors enfoncé l'accélérateur et a disparu par la sortie. Je suis resté là, quelques secondes, incapable de réaliser ce qui venait de se passer. Quand mon amie est revenue des toilettes, elle m'a demandé pourquoi j'étais si pâle. Je n'ai pas su répondre. Tout semblait irréel, comme un cauchemar à moitié effacé. Mais une chose était certaine, il ne faut jamais monter dans la cabine d'un inconnu. Et peut-être qu'il ne cherchait pas vraiment son téléphone. Il y a 5 ans, j'avais 21 ans lorsque nous avons entrepris notre 2e non-voyage à travers le pays. Le but était simple, récupérer quelques affaires qu'on avait laissées derrière et ramener avec nous nos 2 chiens. Le trajet était éreintant et on ne s'arrêtait que lorsque c'était vraiment nécessaire pour manger, utiliser les toilettes ou marcher un peu. Les aires de repos à des heures improbables étaient devenues notre routine. Honnêtement, je ne saurais pas dire dans quel état cela s'est passé. Tout finit par se mélanger après tant de kilomètres. Mais cette nuit-là,
Je ne l'ai jamais oublié. Il devait être entre 3 et 4 heures du matin. Il n'y avait qu'un seul autre véhicule sur place et la zone réservée aux camions était quasiment vide. Mon mari voulait faire une courte pause, aller aux toilettes et sortir les chiens. J'ai dit que je voulais y aller en premier et il est resté avec une cigarette et les chiens. On s'était garé dans la zone pour les propriétaires d'animaux, mais pour atteindre les toilettes, il fallait... Ne dérange pas. Ce présence se faisait à me rassurer dans ce silence total. Je suis entré, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis on a échangé. Il me passait les chiens et est parti à son tour. Malgré l'heure et l'endroit désert, je me sentais en sécurité. Nos chiens sont des croisés de bergers allemands, grands, vigilants et farouchement protecteurs. Alors qu'ils reniflaient tranquillement l'herbe, j'ai remarqué qu'un camion, garé tout au fond de la zone, venait d'allumer son moteur et commençait à avancer. J'ai cru qu'il reprenait simplement la route. Je continuais ma promenade avec les chiens, ramassant leurs déjections comme d'habitude. En me dirigeant vers la poubelle, j'ai soudain été aveuglé par une lumière intense. J'ai réagi par réflexe en me retournant. C'était le même camion, mais il s'était rapproché beaucoup plus. Il se trouvait maintenant près des places pour voiture. Les phares m'éblouissaient totalement. Une sensation d'inconfort a commencé à me gagner. J'ai jeté les sacs à la poubelle et voulu retourner vers la voiture. C'est là que les lumières ont commencé à clignoter. Une fois, 2 fois, encore. Je n'étais plus qu'à quelques mètres de véhicule. J'essayais de comprendre s'il essayait de me signaler quelque chose, me prévenir d'un danger, un problème avec moi, avec la voiture, mais je ne ressentais qu'une chose, un malaise grandissant. Le camion s'est mis à avancer de nouveau, lentement, mais avec détermination. Les clignotements devenaient plus rapides, presque frénétiques. Les chiens, ressentant ma tension, se sont figés. Le plus gras s'est placé devant moi, les pattes bien ancrées au sol, et s'est mis à aboyer fort, agressivement. Je n'étais plus qu'à quelques pas de la portière. Le camion s'est arrêté, mais les lumières continuaient de clignoter. Je ne suis pas quelqu'un de peureux, mais là, quelque chose clochait. Rien ne semblait anodin. Plutôt que de fuir, je suis resté là, immobile. J'ai fixé les phares droites, sans bouger. Finalement, les lumières ont cessé. Je croyais que c'était terminé. J'ai glissé la main dans la poche de ma veste, attrapé les clés de la voiture. Mon cœur battait si fort que c'en était douloureux. J'étais à quelques secondes d'ouvrir la portière. Nighttime highway rest stop with only one visible vehicle, an empty truck area, illuminated faintly under a cloudy sky, eerie silence. Il est facile de croire que les routes sont sûres tant que l'on reste vigilant, mais parfois ce n'est pas nous qui cherchons les ennuis, ce sont eux qui nous trouvent. Ces histoires nous rappellent que le danger peut se cacher là où l'on s'y attend le moins, dans un sourire, un silence ou un phare qui clignote au loin. Ce que ces femmes ont vécu est glaçant, mais leur instinct, leur courage et parfois un simple hasard leur ont sauvé la vie. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions en commentaire. Et si vous connaissez une histoire étrange, troublante ou inexpliquée, n'hésitez pas à nous l'envoyer par email à devendandohistorias0001@gmail.com. Votre témoignage pourrait devenir notre prochain récit. Soyez prudents, surtout dans l'obscurité.